donc nous sommes particulièrement heureux d'accueillir notre collègue Ludovic Perret sur la fabrication de la norme, la normalisation privée. Et un des thèmes récurrents était de dire si la régulation qui est faite est une régulation très générale, très englobante, en réalité, on va donner finalement beaucoup d'espace, beaucoup de liberté aux acteurs privés pour développer des standards. Et ça, c'est normal, hein, ça veut dire c'est quelque chose d'assez classique, mais on ne parle pas de n'importe quel type d'innovation. Et donc ici, plus que jamais, la question de la fabrication de la norme et de la normalisation privée doit être bien comprise. Et en tout cas, ça ne doit pas être un sujet dans l'angle mort des observateurs. Et puis l'autre sujet aussi que l'on a abordé, c'est celle de la réalité des pratiques. Et très souvent, on a eu cette discussion, mais comment on régule quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment on encadre quelque chose dont on nous dit qu'il y a des potentialités, mais pour l'instant, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas comment. Et donc, nous sommes particulièrement heureuses d'accueillir ici deux représentants de l'industrie, l'entreprise Pascal. Et donc, vous allez nous présenter ce que l'on peut faire très concrètement dans le secteur de l'industrie, dans le champ de la physique quantique, et peut-être répondre justement à nos questions très pragmatiques, hein, puisque nous, notre objectif est vraiment de dire comment juridiquement on doit accueillir cette innovation totale. Donc ça veut dire évidemment poser des règles pour les risques, mais aussi poser des règles pour ne pas passer à côté des opportunités. Donc je pense que voilà, nous aurons cette partie-là du dialogue plus tard. Et puis, je suis aussi très heureuse d'accueillir Justine Rémy, qui est ancienne étudiante du master, qui avait réalisé l'année dernière un stage avec le laboratoire Infini, donc mon collègue Éric Pichol et Virginia Doria. Et donc, je crois que c'était la première fois qu'on avait une étudiante juriste qui était en stage à la fois en droit bancaire et financier et dans un laboratoire de physique quantique. Et Justine avait réalisé un mémoire sur cette question qu'elle viendra nous présenter. Donc, bienvenue à la maison, Justine. Bon retour aux sources. Et nous aurons une table ronde de clôture avec, je dirais, les rescapés de la semaine, ceux qui ont encore eu l'énergie pour rester. Donc, merci à Julien Chiaroni, merci à Samir Merabé, merci à Stéphane Toulsi. Et puis, nous aurons à nouveau Virginia Doria, Éric Pichol, peut-être également Liane Huttner si elle peut nous rattraper. Donc, j'en dis pas plus. J'ai brossé le décor de la matinée. Ludovic, merci de ta présence et nous t'écoutons. Merci Marina. Merci Marina de cette introduction et merci Virginia et Marina pour l'invitation pour parler de ce sujet-là, qui est en fait pas mon sujet de recherche. Donc moi, mon activité, c'est en cybersécurité. Et cette activité, elle a été bouleversée par l'arrivée du quantique. Et par ce biais-là, il s'est avéré que je me suis intéressé à tous ces processus de normalisation en y étant actif. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir l'opportunité de vous faire un retour d'expérience sur la manière, en tout cas, dont ça fonctionne, en tout cas ce que j'ai vu, et plus particulièrement via mon prisme, qui va être plutôt la normalisation en cybersécurité et en cryptographie. Donc, qu'est-ce que c'est une norme? Ici, je vais parler de normes techniques. Donc, ça va être un document qui va avoir une forme plutôt austère. Donc, son objectif, c'est pas d'être sexy, c'est de décrire de manière non ambiguë un protocole, un processus pour qu'il soit reproductible par tous. Donc typiquement, on va dire que voilà, je vais avoir une trame de bits. Les 5 premiers bits, par exemple, ça va être une identification sur ce protocole. Voilà. Donc c'est ça l'objectif de la norme technique. C'est de pouvoir garantir l'interopérabilité des systèmes à travers le nombre, à travers le monde. Donc un de ces objectifs, c'est pour garantir aux utilisateurs certaines facilités dans les techniques numériques d'utilisation et aussi une certaine sécurité parce qu'on va normaliser des processus dont on
pense qu'on est sûr qu'ils garantissent la sécurité du protocole. Donc un premier objectif de ces normes, c'est le grand public. Un autre objectif, lui, il va être économique. Donc, qui contrôle la norme contrôle le marché. Et c'est d'autant plus vrai en cybersécurité. En dehors des protocoles qui vont être standardisés, il y a très peu de business qui est possible. Donc, la norme technique en cybersécurité, c'est un élément qui est crucial pour toute entreprise. Donc, il y a une dimension économique. Et la dernière dimension, ça va être un aspect régulation. Et c'est une étape avant la régulation, cette norme technique. Et donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de textes juridiques qui vont inclure des aspects techniques et des aspects de ces normes techniques. Quels sont les enjeux qui sont reliés? On a vu que les objectifs ils sont multiples et en fait ils sont stratégiques. Donc chaque pays ou chaque bloc va se définir des stratégies par rapport à la normalisation. Donc les États-Unis, depuis à peu près la fin des années 70, ont clairement une stratégie bien définie sur la normalisation technique. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit quelque chose hein, sur ces pays-là. Donc pour les États-Unis, c'est un enjeu qui est clé, qui est stratégique. Donc, remarquez, hein, notre force sur les normes stratégiques, c'est instrumental. Donc c'est crucial pour eux d'être leader sur la normalisation technique. Et de fait, aujourd'hui, on peut constater, avec la supériorité des États-Unis sur les technologies numériques, que, a priori, ça a fonctionné. De manière surprenante, en Europe, on est une puissance régulatrice, incontestablement. En revanche, on a longtemps laissé le champ de la normalisation technique impensé. Donc on a régulé sur des normes techniques, souvent, qui nous étaient imposées en particulier, enfin qui étaient pensées par des entités non européennes. Donc aujourd'hui, cette dynamique elle commence à changer, notamment sous l'impulsion de Thierry Breton, qui appelle à un renouveau, un réveil sur les normes techniques. Et voilà, ce qui est intéressant aussi de ce que je dis, ça dit aussi quelque chose sur les blocs. Dans le discours de Thierry Breton, il y a aussi le discours pour imposer nos valeurs. Ça veut dire que c'est peut-être une spécificité de l'Europe. Et un dernier bloc, c'est le bloc chinois, qui traditionnellement avait pas d'objectif vraiment de diffuser sa normalisation à travers le monde. Aujourd'hui, ça change complètement. Donc on voit les acteurs chinois de plus en plus dans les organismes de normalisation. Et ils sont sur un modèle qui est essentiellement copié sur le modèle européen. Donc ils ont une stratégie d'influence très forte aujourd'hui dans les organismes de normalisation et aussi en interne pour promouvoir leurs normes. Donc quels sont les acteurs qu'on va rencontrer quand on va dans les comités de normalisation et comment ça se passe quand on va créer cette norme technique? Donc on va avoir un premier niveau qui est le niveau plutôt national. Et donc là on va avoir un acteur qui est incontournable, en particulier en cybersécurité, c'est l'Institut de standardisation américain NIST. Et dans le titre, on voit que cet institut de standardisation, il fait partie du département du commerce. Donc le message, il est assez clair et il est relié à la stratégie américaine sur les normes techniques. Donc en France, on a une association qui s'appelle l'AFNOR qui aussi peut faire des normes françaises, mais aujourd'hui, voilà, une norme simplement au niveau français, ça a peu de chance. Donc le rôle
de ces organismes, au niveau national, ça va être de rédiger des normes et aussi d'animer une communauté nationale, en particulier l'AFNOR, va animer des comités pour essayer d'influer au niveau un peu plus haut, au niveau européen et au niveau international. Donc ça, c'est un premier type d'acteur national. Un autre type d'acteur, ça va être les agences de sécurité. Donc là, je vais parler de cybersécurité qui vont également être très actives dans l'accompagnement des normes. Et ces organismes de sécurité, ils font aussi de la régulation sur la base de ces normes pour les infrastructures critiques. Donc ils vont être en capacité d'imposer à certains acteurs d'utiliser certaines normes. Donc en France, on a l'ANSSI, on a la fameuse agence NSA aux États-Unis, on a le BSI aussi qui est très actif. Et un autre acteur, où je vais un peu moins en parler, mais qui est également très important dans le paysage, c'est les Anglais du NCSC. Donc c'est un acteur aussi qui est très important, qu'on voit beaucoup au niveau national et international. Et donc pour tout acteur qui a fait de la normalisation, dans quelques types de normalisation en cybersécurité ou n'importe quel autre, on voit quelqu'un du NCSC. Donc l'Angleterre est extrêmement bien organisée sur sa stratégie d'influence via la normalisation, qui va se faire via un organisme public, alors que les États-Unis, ça va se faire beaucoup via l'influence va se faire beaucoup via ces industriels. Au niveau européen, au niveau de la télécommunication, on va avoir 3 acteurs qui sont en capacité de faire des normes au niveau européen. Donc on va avoir le CEN, le CNELEC et l'ETSI. Donc le siège de l'ETSI est ici à Nice, hein, donc il n'est pas très loin d'ici. Donc ça, c'est les 3 organismes qui sont agréés par la Commission, donc qui vont avoir des statuts différents. Hein. C'est pas forcément des institutions européennes. Donc pour l'ETSI, c'est un institut qui est privé et qui vont être agréés par la Commission européenne pour produire des normes, avec pour objectif de favoriser le marché commun, le marché européen. Donc il y a un objectif européen, mais évidemment d'abord européen, mais pour toutes, la vocation, elle est internationale. Et dans les missions de ces organismes européens, il y a clairement d'être un support pour faire de la régulation et ensuite des textes juridiques. Au niveau international, on va avoir en tout cas, deux instituts, qui est l'ISO, là, que tout le monde à peu près en vue, qui va tirer sa légitimité du fait qu'il y a beaucoup de pays qui ont adhéré à l'ISO. Et donc là, pour participer à l'ISO, on va avoir un fonctionnement par pays. On va être délégué par son pays pour aller à l'ISO, alors que à l'ETSI, chaque acteur privé peut participer. Voilà, il paye un abonnement pour aller participer à la standardisation. Donc on a aussi l'ITU, qui est un très ancien organisme de normalisation qui va dépendre des Nations Unies, et on va avoir des associations, des groupements industriels qui peuvent avoir une importance parfois plus importante, une influence plus importante qu'un organisme comme l'ITU. Donc typiquement, l'IETF aujourd'hui, c'est l'organisme, qui est un organisme privé de droit américain, qui est le plus influent sur les normes qui définissent l'Internet. Donc HTTPS, donc la version sécurisée de la navigation, le PSI-CADENA, c'est l'IETF. Donc à peu près tous les protocoles qui font aujourd'hui fonctionner Internet viennent de l'IETF. Donc après ce panorama, je vais maintenant essayer de vous dresser, de rentrer encore un peu plus dans les détails sur comment sont produites les normes, et là via le prisme de la cryptographie. Donc la première norme pour les applications commerciales en cryptographie, c'est un chiffrement symétrique qui s'appelle le DES, donc qui était le premier, qui était sur mon premier slide.
Donc ça date des années 70. Alors comment ça fonctionne? Donc fin des années 70, on est vraiment dans une période qui est de rupture pour la cryptographie, qui était vraiment un domaine qui était exclusivement réservé aux applications plutôt défense, et qui peu à peu devient une application grand public. Et on sent un besoin pour les industriels d'avoir une norme pour assurer la confidentialité des communications. Donc cette norme, elle est impulsée par le Bureau des standards américains, le NBS, qui est en fait l'ancien nom du NIST, qui fait un appel à contribution interne à ces industriels. Donc ces industriels répondent à cet appel, produisent une proposition qui va être ensuite, donc c'est IBM, qui va être ensuite amendée par la NSA. Donc la NSA va faire deux choses. D'un côté, elle va un peu renforcer la conception, et d'un autre côté, elle va affaiblir le chiffrement en lui donnant en diminuant la taille de la clé. Malgré tout, ce premier standard est un succès et est utilisé mondialement pendant presque 40 ans. Malgré tout, en fait, ce chiffrement, dès le départ, il avait une date limite d'utilisation, parce qu'on pensait qu'au bout d'un moment, les puissances de calcul allaient être telles que le niveau de sécurité qui était donné par ce chiffrement n'était plus suffisant. Donc il faut un petit peu de temps avant qu'on renouvelle ce standard, mais à la fin des années 90, le NIST commence à se poser la question du renouvellement de son standard, avoir un nouvel algorithme de chiffrement pour les applications commerciales. Et là, dans sa réflexion, il se dit, ce qui s'est passé avec la NSA, c'est quand même un peu problématique vis-à-vis de l'extérieur. Aujourd'hui, cette intervention d'une agence de sécurité sur les standards, ça peut être mal vécu par les partenaires extérieurs, et en particulier, ça peut être un frein à l'adoption. Donc il décide de changer complètement le mode de conception de l'algorithme, qui va créer des tensions en interne entre la NSA et le NIST. Parce que ce que le NIST propose, c'est d'avoir un processus qui va être beaucoup plus ouvert. Donc on va faire un appel à contribution à la communauté internationale. Et ensuite, le NIST, sur ces contributions, va sélectionner l'algorithme. D'une certaine manière, ils perdent un peu de contrôle sur la définition des normes. Le NIST qui fait des normes d'abord pour le gouvernement américain, pour protéger les communications américaines. Et ensuite, qui peut être utilisé par les industriels. Bon, malgré tout, ils vont dans cette voie. Ils ouvrent le processus de standardisation et ils permettent à la communauté internationale de participer. En revanche, ils font une sélection qui va être en interne des algorithmes. Et donc voilà, ils lancent ce processus-là. Il y a 15 algorithmes qui sont proposés de plusieurs pays. Ensuite, il y a il y a un petit challenge. Il y a 5 algorithmes qui sont finalistes. Et enfin, ils décident de l'algorithme qui est vainqueur, qui est le nouveau standard de chiffrement pour les applications commerciales, qui est l'AES. Et il s'avère que ce chiffrement, il a été conçu par de Belges, par des Européens, et c'est un processus qui va ensuite se répéter, parce qu'ils font l'évaluation de l'impact de ce standard. Est-ce que c'est quelque chose qui a été positif pour les États-Unis? Et ils se rendent compte que ça a été extrêmement positif. Donc ça a généré un chiffre d'affaires, ça a ouvert des marchés de l'ordre de 250 milliards de dollars. Donc par rapport à l'investissement, il y a des gros multiples qui ont été effectués. Donc à partir de là, ils vont répéter ce processus pour plusieurs protocoles, pour tous les protocoles qu'on utilise
en cryptographie. En particulier, pour ces chiffrements à clé publique. Donc, un chiffrement à clé secrète nécessite d'échanger une clé. Et donc, pour échanger une clé, on va avoir recours à de la cryptographie à clé publique. Donc, la cryptographie à clé publique, ça va complémenter la cryptographie à clé secrète pour échanger des clés et aussi faire des signatures numériques. Donc ces chiffrements à clé publique, ils vont, eux, reposer sur des problèmes mathématiques qu'on va dire calculatoirement difficiles. Donc, typiquement, aujourd'hui, on utilise le problème de factorisation. Donc, on a deux entiers. Multiplier deux entiers, c'est facile. En revanche, retrouver cette décomposition en facteur premier, c'est un problème qui est calculatoirement impossible, qui est difficile en pratique. Et cette conjonction de cryptographie à clé publique et de cryptographie à clé secrète, c'est aujourd'hui ce qui permet de sécuriser une information. Quand on veut sécuriser une information, on ne veut pas uniquement assurer la confidentialité, on veut assurer de l'authenticité, d'être sûr avec qui on communique et de l'intégrité, que cette information n'a pas été modifiée. Donc, dans une communication, vous allez avoir plusieurs types de familles cryptographiques qui interviennent, et en particulier ces chiffrements à clé publique qui ont vraiment permis l'essor du commerce numérique. Et aujourd'hui, vous avez une infinité d'applications qui vont reposer sur cette cryptographie à clé publique. Donc, en particulier, le protocole HTTPS ou plus concrètement la sécurisation de vos données bancaires. Donc pour faire le lien avec le sujet des ruptures totales, il y a quelque chose qui est remis en cause. Il y a quelque chose qui remet en cause cette infrastructure de sécurité, c'est l'ordinateur quantique. Donc aujourd'hui, on sait qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant va rendre les problèmes qu'on pensait hier difficiles faciles. Et une application qui est un peu négative de l'ordinateur quantique, c'est en cybersécurité, parce que toute cette infrastructure qu'on utilise aujourd'hui repose sur ces standards et sur cette hypothèse que le problème de factorisation est difficile. Avec un ordinateur quantique, on a quelque chose qui devient facile. Alors ça, on le sait depuis les années 2000. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est que la menace devient de plus en plus tangible. On a des grosses entreprises américaines qui proposent, qui ont fait des démonstrations de machines quantiques. Donc c'est quelque chose qui est utilisé. On a des belles startups françaises et européennes qui proposent des machines de plus en plus puissantes. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur un niveau de machine quantique qui va menacer la sécurité de nos communications. En revanche, on sait que la tendance est plutôt au risque. Donc, il a été décidé de renouveler nos standards de cryptographie à clé publique. Et donc, qui prend la décision de renouvellement des standards à clé publique? Dans ce cadre-là, ça va être une décision qui est politique. Donc, Donald Trump aux États-Unis ou Emmanuel Macron en France. Donc, c'est des décisions qui se prennent au plus haut niveau. Et donc, qu'est-ce qui est décidé? C'est de renouveler les standards de cryptographie à clé publique par des nouveaux standards qui sont dits post-quantiques, donc qui vont être des nouveaux problèmes difficiles. Donc on prend exactement la même structure que la cryptographie à clé publique. On change juste un peu ce qu'il y a sous le capot, les problèmes. Donc par exemple, au lieu d'avoir comme clé publique des entiers, on va avoir des matrices ou des polynômes. Donc après cette décision politique, il y a un processus de standardisation qui se met en place, drivé par le NIST. Donc ce que le dit le NIST, c'est que le risque quantique est trop important pour qu'on laisse couler les choses. Il faut dès aujourd'hui trouver des alternatives au protocole de cryptographie à clé publique qu'on a aujourd'hui. Donc il lance ce processus de standardisation. Voilà, pareil, un appel international et ensuite une sélection en plusieurs tours. Donc on est en ce moment en train de vivre la fin de ce processus de standardisation qui est quand même une transition très importante dans l'histoire de la cryptographie. On renouvelle pour la première fois nos standards à clé publique
par de nouveaux standards qui sont résistants à l'ordinateur quantique. Et là, encore une fois, là aujourd'hui, il y a 3 standards qui ont été définis. Et là, dans ces 3 standards, il y a des auteurs qui sont européens, donc qui viennent de la recherche européenne. Donc là, j'arrive à la fin de mon exposé. Et donc, je voulais vous faire une petite carte de quels sont les organismes qui se mettent en place au fur et à mesure de la standardisation sur cet exemple-là. Donc, en cryptographie, c'est l'organisme de standardisation américain, le NIST, qui est à la source de tout. Et donc, cet organisme de standardisation américain, il faut toujours avoir bien en tête qu'il est en dialogue un peu permanent avec la NSA. Même physiquement, hein, le NIST et la NSA, c'est presque au même endroit. Les campus sont pas très loin. Ensuite, ces standards qui sont des standards nationaux doivent être approuvés pour être diffusés, a priori c'est mieux, au niveau international. Et là, dans le cas, la route, ça a été l'ISO et aussi l'ETSI. Donc entre ces organismes de standardisation, il y a des dialogues. Hein. Donc en particulier, il y a des accords sur ce qui est normalisé au niveau international à l'ISO. Souvent, ça devient automatiquement un standard au niveau européen. Mais là, dans ce cas-là, il y a des groupes de travaux un peu parallèles qui se font sur ces sujets-là. Donc là, on est sur les briques de cryptographie. Et ensuite, sur ces briques de cryptographie, on va avoir les agences de sécurité qui vont commencer à être très actives, en particulier au niveau de l'ISO, hein, l'ANSI, le BSI et le NCSC. Et une fois que ces standards de cryptographie ont été définis, il faut les intégrer dans tous les protocoles de sécurité. Donc là, vous avez une infinité d'organismes de standardisation qui vont devoir remettre au goût du jour leur protocole de sécurité pour avoir un HTTPS résistant au quantique ou n'importe quel protocole VPN résistant au quantique. Donc là, vous avez un point de convergence, comme je vous le disais, qui va être l'IETF, où il va avoir une énergie conséquente qui va être mise. Et très explicitement, on va avoir les agences de sécurité qui vont apparaître dans les travaux de tous ces comités. Et l'étape, aujourd'hui, on est dans ce processus de renouvellement de la cryptographie à clé publique. On a dit que le risque quantique est trop important pour qu'on n'agisse pas. Donc, les protocoles de standard, il y a de la normalisation qui est mise en cours, mais la normalisation n'a pas de caractère obligatoire. Donc, l'industrie n'est pas obligée d'adopter un standard. Donc, l'obligation, elle vient avec de la régulation. Et là, aujourd'hui, on est à cette étape-là. On est sur les débuts de la régulation du quantique, de la cybersécurité résistante au quantique. Et les questions qui vont se poser, c'est est-ce qu'on oblige certaines entités critiques à passer à une cryptographie qui est résistante au quantique. Donc les Américains ont fait la première loi qui vont dans ce sens, en imposant déjà des calendriers, pas sur la transition, mais sur les plans de transition. Donc on va obliger certaines entités du gouvernement américain de donner des plans de transition pour la stratégie de déploiement du post-quantique sur les infrastructures critiques. Donc ça, c'est un texte qui date de 2022. Voilà, et la question, c'est qu'est-ce qui va se faire au niveau européen? Voilà, la question aujourd'hui se pose. On est dans une dynamique de la cybersécurité où la régulation prend de plus en plus d'importance. On a beaucoup de textes, hein, en particulier on a une nouvelle directive de sécurité qui va donner des obligations de plus en plus importantes aux acteurs. Aujourd'hui, ces directives, elles ne prennent pas encore en compte cette transition au quantique. Donc aujourd'hui, la question est un peu posée, quelle va être la stratégie au niveau européen sur cette transition post-quantique. Et voilà, en dernier point, il faut rester vigilant, hein, parce c'est normal que toutes ces agences de sécurité qui sont responsables des systèmes critiques
interviennent dans les processus de standardisation, c'est des spécialistes des sujets. En revanche, il y a toujours des tentations d'influencer le standard et parfois sur des mauvais aspects et d'introduire des portes dérobées dans ces standards de sécurité qui sont déployés mondialement. Et donc, on a eu concrètement des exemples avec Snowden. On sait que la NSA avait des plans globaux pour influencer la standardisation et infléchir le chiffrement. Donc là, on met l'accent sur la NSA, mais c'est aussi une tentation qui est pour toute agence de sécurité au niveau français, au niveau allemand et au niveau anglais. Il y a toujours ces questions-là qui reviennent de comment introduire des portes dérobées dans les standards. Donc voilà, ça termine mon intervention.